À Béni, il y a cet espace où tout le monde peut se retrouver, danser et passer des très bons moments. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce qui se passe, mais à Béni, il y a aussi la vie quand même. Le rire est thérapeutique. Des spectacles sont offerts au public qui en réclament chaque semaine. Allumez vos téléphones. Allumez. Voilà. On est là pour se déstresser mutuellement, parce que déjà vous connaissez bien ce qu'on parle de la ville de Béni. Mais au-delà de ça, nous disons que voilà, ça ne suffit pas. Il ne faudrait pas que les gens aient toujours cette image. Il faudrait vendre aussi positivement l'image de cette ville, quoi. Ishango, c'est aussi ce podium qui accueille des stars venues de partout, tels que Jean Goubal de Kinshasa et le comédien Boulamatari. Avec de nouvelles mesures prises par le chef de l'État, Ishango est frappé par 15 jours de fermeture. 15 jours, c'est pas trop. On pourra tenir bon et peut-être s'adapter avec différentes activités. Espace de jeu, pizzeria et un restaurant. Cet espace, c'est aider la population de Béni à résister et à donner un sens à la vie. Nous sommes allés vite, vous venez de suivre la vie qui a repris à Béni avec les spectacles et autres activités. Voilà, c'est aussi la même chose pour les boutiques, les magasins, les banques et les marchés qui tournent à plein régime. Françoise Bola. À la découverte de la ville de Béni, elle s'ouvre à nous comme jamais auparavant. Matongé existe aussi à Béni. Ici émerge la vente des motos d'occasion. C'est pour nous un moyen de vivre et aussi nous essayons d'aider la communauté et particulièrement les services étatiques. Quant à ce qui concerne les vols, tantôt les voleurs qui déplacent les motos, ils nous les amènent. Et à un moment, si nous tombons sur une moto qui n'a pas une facture, c'est que là on va bloquer et l'amener au service de l'État. À une ruelle, nous sommes tombés sur un atelier de couture opérationnel depuis 4 ans. Bon, surtout les femmes de Béni préfèrent s'habiller en pagne, des modèles jupe pagne, jupe à quai de poisson, 6 parties, 8 parties. Au marché central de Béni-Kilokwa, on y trouve un peu de tout sur les étalages, tels que haricots, poissons, des aliments très prisés par les ménages. Des produits viennent de Kassindi, en terre congolaise, autant que ces tomates fermes. Malgré la pluie tombée ce mercredi matin, le marché a connu son ambiance habituelle. Revenons à Kinshasa, à la Chambre haute du Parlement. 49 sénateurs sur 96 ont voté contre la levée des immunités de leurs collègues Matata Ponyo et Ida Kamoji, sollicités par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Le vote a eu lieu hier tard dans la soirée. Par conséquent, les sénateurs n'autorisent pas les poursuites à charge de ces 2 sénateurs. Regardez. Les yeux de plus d'un Congolais étaient rivés sur le Sénat qui tenait une plénière prévue pour être la dernière de la session ordinaire de mars. L'intérêt était d'autant plus grand que le réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle sollicitant l'autorisation de poursuivre les sénateurs Augustin Matata Ponyo et Ida Kamoji était à examiner. Un huis clos de près de 4 heures pour débattre du rapport de la commission spéciale sur la question. Le sénateur Augustin Matata Ponyo a eu le temps de s'expliquer certainement, puis vint le vote dans le verdict des urnes et sans appel. Sénateurs ayant voté pour 46, sénateurs ayant voté contre 49, un bulletin nul. Par conséquent, le Sénat n'autorise pas les poursuites à charge du sénateur Matata Ponyo Augustin. Les sénateurs n'autorisent donc pas les poursuites judiciaires contre leurs collègues, une décision qui sauve visiblement le sénateur Matata qui prend la parole pour la saluer et croit qu'elle permet à la vérité de triompher. Chaque sénateur a par son vote pensé à l'image que l'institution renvoie dans l'opinion. Bien avant, les différends entre Willy Bakonga et Rigen Bakonga étaient tranchés. Le sénateur Bakonga Rigen a repris son siège au Sénat. Les sénateurs ont aussi débattu sur le rapport général de l'état des lieux sur les provinces, une question qui a suscité un déchaînement total sur la gestion actuelle des provinces et les conflits qui les minent.
Ce rapport a été adopté moyennant les amendements à y intégrer pour l'étoffer. Comment faire avancer les questions liées aux droits de l'homme en République démocratique du Congo? Eh bien, cette préoccupation a fait l'objet d'échanges entre l'envoyé spécial des États-Unis, Lisa Peterson, et le président de l'Assemblée nationale, Sylvie Moembo, Bernard Baudot et Jérémy qui ont été signés ce reportage. Conduite par les diplomates américains en poste à Kinshasa, Mike Hammer, l'envoyé spécial de la Maison-Blanche, Lisa Peterson, a discuté avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko-Diapwanga, sur des questions relatives aux droits de l'homme et sur la tenue de scrutin à l'échéance 2023. Dans le cadre de notre dialogue relatif aux questions sur les droits humains, il était question que nous prenions langue avec le président de l'Assemblée nationale pour voir comment ensemble nous pouvons faire avancer les questions qui ont justement trait aux droits de l'homme. Nous avons aussi parlé des élections à venir, celles de 2023, parce que nous voudrions nous rassurer que les élections vont se dérouler dans le temps et qu'il existe des mécanismes en place qui permettent justement la tenue de dites élections. Nous avons aussi voulu nous assurer que les gens, la population va continuer à bénéficier de sa liberté d'expression. Et nous avons aussi mentionné le fait que nous sommes réellement engagés à faire avancer la lutte contre la traite des personnes en RDC. Nous allons continuer à soutenir le gouvernement, le peuple congolais, mais aussi le président de la République et l'Assemblée nationale pour que nous nous assurions que ce programme va continuer à avancer et aller de l'avant. Les États-Unis d'Amérique maintiennent leur soutien au gouvernement de la République, au Parlement congolais qui joue un rôle majeur sur plusieurs questions d'intérêt national. Restons toujours à l'Assemblée nationale où les députés nationaux membres de l'Union sacrée de la nation montent au créneau et disent non à la loi sur la congolité. Ces élus du peuple estiment que cette proposition de loi va s'aimer une totale confusion au sein de la population congolaise. Ils l'ont dit au micro de Sylvie Moembo. La proposition de loi de Noël Tchani sur la congolité suscite des réactions à travers la République. Pour les uns, cette proposition de loi est une bonne chose pour garantir l'intégrité territoriale. Par contre, les autres pensent que cela est une ouverture de la division sur les cas de députés nationaux du Grand Katanga. La Constitution de la République démocratique du Congo de 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, ainsi que la loi sur la nationalité de novembre 2004 règle de manière satisfaisante les conditions d'accès aux fonctions politiques. Pour notre part, nous estimons qu'actuellement la priorité réside notamment dans la consolidation de l'État, la lutte contre la Covid-19, la prise en charge des populations de Goma impactées par l'éruption du volcan Nyiragongo, la lutte contre l'insécurité et les massacres perpétrés par les groupes armés dans l'est du pays, et le social des populations. De tout ce qui précède, nous, députés nationaux, réunis au sein du RDK, dénonçons avec fermeté ces dérives dangereuses qui pourraient mettre en mal l'unité et la cohésion nationale chèrement acquises. Mettons en garde toute personne véhiculant ces idées rétrogrades en République démocratique du Congo, que vive la nation congolaise, son unité et sa cohésion nationale. Les députés nationaux de l'espace Grand Katanga réunis au sein du RDK. Le 16 juin de chaque année, les enfants africains sont à l'honneur. La journée de l'enfant africain a été célébrée comme il se doit à Kinshasa. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a à cette occasion lancé les 15 jours d'activité en marge de la dite journée. Pour rappel, cette journée a été instituée par les Nations Unies en 1991 pour commémorer le massacre de Soweto en 1976 en Afrique du Sud. Patito Ndwangu, Marcel Moubenga et bienvenue au Salah. La journée de l'enfant africain a vécu à la primature ce mercredi 16 juin. L'histoire de la primature en RDC retiendra que vous êtes un des rares premiers ministres qui auront communié avec les enfants dans leur bureau de travail. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sommes en ce lieu pour vous demander deux petites choses. Premièrement, la signature du décret fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'enfant. Et deuxièmement, votre implication pour l'installation des comités et du Parlement d'enfants.
Le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, s'est inspiré du thème « Je m'engage à œuvrer pour un Congo digne des enfants » pour rassurer les enfants, son soutien, d'assurer les plaidoyers de leur cause auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de veiller à la réponse à ces plaidoyers auprès des ministres sectoriels. J'ai été très attentif au plaidoyer qui m'a été présenté. Cela fait 12 ans que vous portez ce plaidoyer. Et donc c'est très significatif de porter ce message aujourd'hui et de mettre devant nous la responsabilité de devoir prendre ce décret sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'enfant. Nous allons travailler en collaboration avec la ministre du Genre et les autres ministres sectoriels, notamment d'enseignement, ainsi que les organisations internationales qui sont ici présentes pour que nous puissions nous assurer cette fois-ci que nous arrivions au résultat. Ce serait pour moi un honneur d'amener une rupture après ces 12 ans de plaidoyer. C'est notre responsabilité à tous en tant que parents de nous assurer d'un avenir meilleur pour nos enfants. Pour la ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Ndaya, les parrainages de cette journée par les chefs de l'exécutif national prouvent à sa juste valeur l'intérêt que le gouvernement Sama accorde à l'enfant, dont la présence à cette cérémonie marque un signal fort de sa considération. Les représentants de l'UNICEF promettent d'œuvrer aux côtés de la République démocratique du Congo pour promouvoir les droits des enfants avec leur participation. Parmi les enfants porteurs du plaidoyer au chef du gouvernement figurait un enfant sénégalais représentant tous les enfants africains. Rappelons que la journée de l'enfant africain a été instituée en mémoire des enfants de Soweto en Afrique du Sud, massacrés par les régimes apartheid pendant qu'ils réclamaient leur droit à une éducation équitable pour tous. Rendons-nous à Goma, où les déplacés de l'éruption volcanique de Nyiragongo ont appris à se connaître et à cohabiter pacifiquement pendant cette période de crise. Cette parfaite entente entre les habitants venus des différents villages est la résultante d'un dialogue communautaire facilité par la très distinguée première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi Naïcha Kelamwela et Patrick Michel Moukou sur les images de Charmant Lelo. La cohabitation, c'est ce nouveau mode de vie qui s'impose aux déplacés touchés par la crise volcanique du Nyiragongo, le temps de la construction des nouvelles maisons sur des sites ciblés par le gouvernement. La délégation de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a, aux premiers instants de son arrivée au Nord Kivu, identifié le besoin d'une appropriation de la réponse du gouvernement à la crise par les populations concernées. Grâce aux bons offices de la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, un cadre de dialogue communautaire mettant autour d'une même table responsables de chefferie, leaders communautaires et la protection civile a été instauré pour les inviter à cohabiter pacifiquement et à partager une même lecture de la situation. Après 2 heures de discussion, ce responsable de 22 villages concernés par la crise ont présenté à l'épouse du chef de l'État les termes de leur entente. Nous avons pu comprendre que dans les parcelles qui ont été calcinées, il y aurait des problèmes fonciers qui vont survenir. Mais hélas, la méthodologie que nous avons mis en place hier avec les chefs de village, de 22 villages qui ont été concernés par la lave, nous nous sommes entendus et nous avons mis en place une politique d'identification des vrais sinistrés. Et aujourd'hui, nous avoisinons autour de 6138 personnes qui ont été victimes directes par leur maison. Grâce à maman, nous avons eu les résultats sur l'impact de l'éruption volcanique dans notre communauté. Ils ont par la même occasion exposé à la première dame quelques difficultés liées à la santé de femmes et enfants, à l'éducation et aux conditions dans les sites d'hébergement. Des éléments qui ne laissent jamais indifférente la présidente de la fondation, Denise Nyakeru Tshisekedi. Nous avons été très satisfaits. Nous avons trouvé la maman très accueillante. Et nous rassure que les femmes auront déjà des habits à certains sites. Et nous rassure qu'elle va faire des plaidoyers pour tous les problèmes que nous avons posés. Là où elle aura des possibilités à aider, la fondation va aider. Et là où elle n'aura pas de possibilités, maman nous rassure qu'elle pourra faire le plaidoyer auprès des partenaires qui appuient la fondation et auprès du gouvernement. Ce rencontre
anticipe sur des possibles différends entre communautés et renforce encore un peu plus la cohésion nationale voulue par le chef de l'État. Nous vous l'avons dit au début de ce journal, Kinshasa et Kampala ont scellé aujourd'hui leur relation à travers le projet de construction des routes Kasindi, Beni, Butembo, Goma, Bunagana. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue ougandais, Yoweri Museveni, se sont retrouvés à Kasindi pour lancer ce projet qui va aboutir à l'accroissement des activités économiques et éradiquer l'insécurité. Et justement, en rapport avec ces travaux lancés par les deux chefs d'État, nous sommes en ligne avec notre consoeur Françoise Bouelabouaki qui est sur place à Kasindi. Allô Françoise, bonsoir. Bonsoir Sandra Nyangui. Petite correction, je ne suis pas à Kasindi, je suis revenue à Beni. C'est ici exactement à Okapi Palace que nous avons fait ce plateau pour nous entretenir avec le ministre sectoriel qui est avec moi sur ce plateau. Alexis Guissaro, bonsoir. Madame Françoise, bonsoir. C'est vous, l'homme de la situation, le secteur des travaux publics. Vous avez fait ce voyage avec le chef de l'État. Qu'est-ce qui vous a marqué d'abord, dans un premier temps? D'abord, les deux hommes de la situation, c'est d'abord les deux chefs d'État. Il faudrait d'abord préciser cela. Eh bien, madame, au cours de sa visite d'État, qui a eu lieu au mois de novembre 2019, Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, oui. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, avait à cette époque échangé avec son homologue, le Président Yoweri Museveni, sur le renforcement de la coopération entre les deux États. Exact. Et ce renforcement de la coopération, ils l'ont voulu sur plusieurs domaines. Le domaine sécuritaire, le domaine des infrastructures, le domaine de l'énergie, le domaine de mines, le domaine pétrolier. Donc ça, c'est l'une des retombées de leur discussion. Voilà. Et à la suite, justement, de cette entrevue, ils avaient pris la résolution de commencer par les infrastructures routières particulièrement. C'est ainsi que, au courant du mois dernier, je me suis rendu avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour que nous puissions matérialiser cette volonté, cette vision des deux chefs d'État. Et nous avons signé à cette occasion deux accords importants. Oui. Le premier accord, c'est un accord intergouvernemental. Et le deuxième accord, c'est un accord de développement de projet. Cet accord de développement de projet porte sur la construction et la modernisation de certains axes routiers en territoire congolais. Pour aller vite, cette route, elle est longue de combien de kilomètres? Quelle est la hauteur de financement? Voilà. Cette route est longue de exactement 223 km sur trois axes. Kasindi Beni, Beni Butembo, Bunagana Rutshuru Goma. Le financement aujourd'hui est estimé à plus ou moins 334,5 millions de dollars. 334,5 millions de dollars. Quelle est la part de la RDC, de l'Ouganda? Eh bien, la répartition est la suivante. La République démocratique du Congo interviendra pour 20%. La République ougandaise également pour 20%. Et la société contractante interviendra pour 60%. Exactement. Est-ce que les paiements ont démarré? Eh bien, aujourd'hui, nous avons fait le lancement des travaux de la construction donc, de la route entre Kasindi et Beni. Il faut bien sûr un peu de temps parce qu'il y a certaines formalités administratives qui doivent être effectuées. Mais nous pensons que dans les 60 jours à peu près, si le chronogramme est respecté, on peut assister effectivement, vraiment, véritablement au jet de première pierre. Alors, c'est une route. Est-ce qu'on peut savoir son importance dans la région? Son importance, c'est une importance capitale en fait pour les deux États. C'est une importance à la fois économique, à la fois sécuritaire et également sociale. Économique, pourquoi? Parce que ça facilite les échanges entre les deux peuples. Ça va permettre effectivement de fluidifier les échanges commerciaux. Nous avons ici, en République démocratique du Congo, particulièrement dans cette zone,
une production de cacao et de café, donc ça permettra de les évacuer plus rapidement. De la même manière, la partie ougandaise pourra également apporter ses biens ici en République démocratique du Congo. Par ailleurs, comme je disais, l'aspect sécuritaire, c'est qu'il faut bien savoir que dans des zones comme celle-ci, infestées, des zones opérationnelles, vous savez que le chef de l'État a décrété l'état de siège ici au Nord Kivu, et donc les interventions de nos forces armées de la République seront facilitées si... Par cette route. Absolument. Entre autres, bien sûr. Mais en tout cas, ça permet effectivement des interventions plus rapides aux endroits voulus. Alors, pourquoi avoir lancé les travaux maintenant? Maintenant, parce que aujourd'hui, je crois qu'il faut plutôt dire, la question serait de dire pourquoi pas avant. En réalité, la vision de notre président de la République est une vision de vouloir établir plutôt des ponts que des murs entre les peuples. Il l'a d'ailleurs exprimé très clairement aujourd'hui lors de son adresse, alors que nous étions de l'autre côté de la frontière, à Pondoué. Il pense véritablement que nos peuples et nos États africains gagneraient davantage à renforcer la coopération et l'économie, la stabilité, parce que c'est ça qui amène la prospérité. Donc c'est une des solutions au lieu de se faire la guerre mutuellement. Parce que oui, au lieu de se regarder en chien de faïence, en ennemi, il vaut mieux plutôt développer des projets intégrateurs qui vont faire que les États pourront se développer et nos populations, bien sûr, améliorer leur bien-être. Voilà, Monsieur le Ministre, je ne saurais pas vous garder éternellement sur ce plateau. C'est le journal de 20h. Sandra Niangui, avec cet entretien, certainement vous avez eu des informations complémentaires sur cette activité importante déployée aujourd'hui par les deux chefs d'État, congolais et ougandais, pour des projets intégrateurs. Nous reviendrons un peu plus tard sur le même sujet, bien sûr, et d'autres aspects sur l'état des sièges décrété dans la province du Nord Kivu. Un plateau spécial vous est réservé. Merci, bonsoir. Merci Françoise pour ce relais. Justement, revenons sur l'activité. L'activité est entrée à la pose de la première pierre de ces grands travaux de la construction de ces routes Kasindi, Beni Butembo, Goma, Bunagana, où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue Yoweri Museveni se sont rencontrés à Kasindi justement pour lancer ces travaux. Regardez. La rivière Loberia est la frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda. C'est ici que les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni, se sont rencontrés pour une double cérémonie de lancement des travaux de rénovation de 223 km des routes congolaises qui sont réparties en 3 axes. Kasindi Beni 85 km, Beni Butembo 54 et Bunagana Goma 89 km. Il s'agit de la matérialisation d'un projet né de la toute première rencontre entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni à Entebbe le 10 novembre 2019. En Pondoué, la ville ougandaise jumelle de Kasindi, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête de plus d'1 heure au cours duquel ils ont évoqué des questions de développement d'infrastructures, mais aussi des questions sécuritaires. Après avoir dévoilé la stèle qui marque le lancement des travaux du côté ougandais, les deux chefs d'État sont entrés en terre congolaise pour une cérémonie similaire. À Kasindi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Yoweri Kaguta Museveni se sont adressés devant une foule en liesse qui voit se matérialiser un rêve qui devrait résoudre à la fois des problèmes sécuritaires et économiques. Ceci est un grand jour. It's a very great day. Un jour qui va davantage sceller des relations fraternelles entre nos deux pays, la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce noble projet de construction de la route qui va aller de Kasindi jusqu'à Beni Butembo est l'œuvre du président Yoweri Kaguta Museveni, ici présent. Dès lors où il m'avait fait part de ce projet,
c'est un projet qui, lorsqu'il se réalisera, va accroître non seulement les échanges entre nos deux pays, mais également les activités économiques. Et qui dit activité économique dit croissance de la richesse et également lutte contre l'insécurité. Voilà pourquoi allons nous, Congolais, encourager ce projet et lorsqu'il aura été réalisé, nous allons en prendre soin jusqu'à créer encore d'autres projets similaires qui vont favoriser les échanges économiques et fraternels, bien sûr, entre nos deux peuples. Le 27 mai dernier à Kampala, un accord intergouvernemental portant sur la mise en œuvre conjointe d'un projet routier avait été signé par les ministres des Transports de l'Ouganda et les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Une fois asphaltée, la route Kasindi, Beni, Butembo, Bunagana et Goma va à coup sûr faciliter les transports de marchandises entre l'Afrique de l'Est et l'océan Indien. Les travaux sont financés à 60% par l'entreprise d'autres services, tandis que la République démocratique du Congo et l'Ouganda vont chacune participer à hauteur de 20%. La République démocratique du Congo participe à la conférence sur la diplomatie qui se tient à Antalya en Turquie. Le début des travaux est prévu pour demain jeudi 17 juin 2021. Edith Chala, commentaire. Au 20 juin se tient à Antalya en Turquie le grand forum sur la diplomatie. Ces assises qui mettront ensemble les ministres des Affaires étrangères des pays amis de la Turquie vont explorer les nouveaux horizons de la diplomatie à travers différents angles. Avec le thème « Diplomatie innovante, nouvelle ère, nouvelle approche », les questions régionales, globales et thématiques seront froidement analysées. La République démocratique du Congo prend part active à ces travaux compte tenu des relations bilatérales très bonnes entre Kinshasa et Ankara. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango, conduit la délégation congolaise à cette rencontre internationale. Sur place au pays, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a reçu l'ambassadeur suisse en RDC pour des échanges spécifiques sur l'engagement de la Confédération helvétique en RDC. Le secteur minier, la MONUSCO, où la Suisse intervient, mais également la candidature suisse au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent, ont mobilisé les intérêts de deux interlocuteurs. Plus d'un mois après sa fermeture, les bureaux de l'Assemblée provinciale de Kwilu peuvent maintenant rouvrir leurs portes et reprendre les activités parlementaires. Décision prise au terme d'une grande réunion qu'a eu le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo avec les élus nationaux et provinciaux de cette province, José Bayutombo et Ibrahim Chako. Scellée depuis plusieurs mois, l'Assemblée provinciale du Kwilu peut rouvrir ses portes. La décision a été prise par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, à l'issue de l'échange qu'il a eu avec les députés nationaux et provinciaux de cette province. Ces derniers ont mis sur la table du patron de la territoriale pour la 12e fois tous les différends qui ont opposé les députés provinciaux. Le vice-premier ministre a compris, lui aussi, il a estimé aussi que c'était un faux problème. Il pense qu'il ne peut pas, il n'a pas les droits de suspendre les activités d'une assemblée provinciale. Il n'y a aucun fondement légal, aucun texte qui lui donne ces pouvoirs-là. Et il a demandé aux amis qui sont venus de Bandundu de rentrer continuer leur travail et que ce soir déjà, il va donner l'ordre à la police que personne ne puisse intervenir à l'assemblée provinciale et qu'on laisse les députés faire normalement leur travail. Aujourd'hui, on vient d'avoir la solution à ces problèmes-là, que lui-même venait de nous dire que dès demain, nous pouvons déjà rentrer à Bandundu, continuer le travail que nous avions pu commencer, lequel travail c'était mettre un bureau définitif en place. La prochaine étape pour les députés provinciaux, ça sera le retour au Kwilu, ou précisément à Bandundu-ville, pour que reprenne le travail législatif. Déterminé à mettre en œuvre la vision du président de la République, Daniel Asselo Kitowako, il ne transige pas avec le pratique surannée des marchandages qui gênent le bon fonctionnement des institutions de la République. Cap sur le Grand Katanga où le chef de la maison civile du chef de l'État poursuit sa tournée. Bruno Météo est arrivé aujourd'hui à Kolwezi. Sur place, il va s'entretenir avec quelques membres de la famille présidentielle. Suivez.
Il est 8h50, heure locale, quand l'avion qui transportait les chefs de la maison civile du chef de l'État, le docteur Bruno Miteo, accompagné d'une grande délégation venue de Kinshasa en passant par Lubumbashi dans les Hauts-Katanga, a atterri à Kolwezi. C'est le coordonnateur provincial d'Adingo Ichiswaka qui l'a reçu en premier en le présentant à quelques notables du Lualaba, la famille présidentielle vivant à Kolwezi et la fédération de l'UDPS. Parti présidentiel. Dès là, la délégation prend la direction de l'hôtel du gouvernement où le docteur Bruno Miteo, chef de la maison civile du chef de l'État, s'est rendu pour présenter les civilités à l'autorité provinciale Madame Fifi Masuka Saini, qui l'attendait dans son cabinet de travail. Après plus de 30 minutes d'entretien, le chef de la maison civile du chef de l'État est passé à la présentation de sa suite en remettant quelques ouvrages à Madame Fifi Masuka Saini, ouvrages dans lesquels et repris la mission de la coordination de la maison civile en province. Je vais vous remettre également de manière symbolique des outils de travail dont la coordination va être dotée. Il s'agit notamment du plan stratégique jusqu'à l'an 2023. Il s'agit également des procédures financières et comptables. Pour boucler la journée, le chef de la maison civile du chef de l'État, le docteur Bruno Miteo, s'est rendu au centre-ville de Kolwezi pour visiter les bureaux de la coordination provinciale où il a eu les quelques explications de Dadi Chiswaka, coordonnateur provincial. Les facilités de commerce sont accordées aux opérateurs économiques congolais qui utilisent les terminaux du Kenya. Le directeur général de l'OGFREM était à Nairobi pour la mise en œuvre de l'accord entre la Kenyan Maritime Authority et l'Office de gestion du fret multimodal. Edith Chala, commentaire. Les opérateurs économiques de la RDC vont désormais bénéficier de plus d'avantages au Kenya, où transitent nombreux de leurs marchandises. Grâce à leurs conseils, l'Office de gestion du fret multimodal, ces chargeurs congolais peuvent faire des économies sur le coût de transport de leur fret, le délai de franchise allant jusqu'à 30 jours. Spécifiquement pour les pétroliers, ils achèteront le produit à Eldoret, ville située à 317 km de Nairobi, venant de la République démocratique du Congo, au même prix qu'à Nairobi. Une conséquence logique de l'accord bipartite signé en avril dernier en présence de deux chefs d'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et du Kenya, Uhuru Kenyatta. Sur invitation des autorités kenyanes, le directeur général de l'OGFREM, Patient Saïba Tambwe, a conduit une importante délégation pour l'opérationnalisation de cet accord. D'abord, les entretiens avec la Kenyan Maritime Authority, partie à l'accord d'avril dernier, pour un plan de mise en œuvre. Ensuite, la Bandri Maritime Academy, qui forme les marins et autres spécialistes des opérations portuaires, la Kenyan Ports Authority, qui gère le port de Mombasa, et le développement du port en eau profonde de l'Amo. Des expériences que Patient Saïba Tambwe s'est capitalisé pour la facilitation du commerce en RDC. Le Naivasha Inland Container Depot, à 96 km de Nairobi, peut bien être transposé au port sec de Kasumbalesa pour une gestion efficace du trafic. C'est en fait une zone spéciale économique où quelques hectares sont réservés au fret à destination de la République démocratique du Congo. La ministre près le président de la République séjourne dans la province du Kwilu. Sur place, Nana Manouanina a sensibilisé la population de ce coin sur la vision du chef de l'État axée essentiellement sur le peuple d'abord. Jacques Kabouaba. En tant que ministre après le président de la République avec mission d'assister le chef de l'État pour renforcer la cohésion et l'unité nationale, professeur Nana Manouanina Kyumba a effectué dernièrement le déplacement de Kikwit dans la province de Kwilu. Une visite de travail et de sensibilisation auprès de la population de cette partie de la République démocratique du Congo à la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Le constat est sans équivoque car cette visite politique était très bénéfique et riche d'enseignements. En effet, au moment où profilent à l'horizon les enjeux politiques, la population s'est posé multiples questions partout où la ministre et le chef de l'État est passé. Il fallait donc requinquer tous ces collégionnaires d'Augustin Kabouya en leur assurant que la RDC ne sera jamais déstabilisée et que tous les Congolais derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vont défendre la patrie et sa souveraineté en toutes circonstances. Nana Manouanina se devait surtout de réorganiser son parti l'UDPS pour en priorité impulser la cohésion entre les combattants pour induire le soutien des garants de la nation en toutes circonstances. À Kikwit,
Professeur Manonina s'est essentiellement apaisantie sur les diverses actions d'autoprise en charge. Elle a salué le dynamisme révolutionnaire des combattants de Mayumbu et leur loyauté à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Enfin, partout où elle est passée, l'accueil était très délirant en faveur de la ministre et après le président de la République. Comme les enfants d'un seul père et d'une seule mère, ses compatriotes promettent de soutenir les actions du chef de l'État et de défendre la paix et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Ils sont à Mwanda au Congo central où ils participent en vidéoconférence à la 109e conférence internationale du travail. Les experts du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale réfléchissent également sur l'amélioration des conditions de travailleurs congolais. Willy Atunakova. L'intervention lundi dernier par vidéoconférence de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doussinkembe, chef de la délégation RD congolaise à la 109e session de l'Assemblée générale ordinaire de la conférence internationale du travail qui se tient à Genève en Suisse, a été essentiellement focalisée sur la position de la République démocratique du Congo. Je sollicite l'accompagnement des partenaires bi et multilatéraux dans la mise en œuvre effective de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que la mise en place du socle de protection sociale retenu comme priorité du gouvernement de mon pays. Au terme de ce sobre et magistral discours qui a pris moins de temps que prévu, les participants de la délégation tripartite congolaise qui ont suivi religieusement en mode virtuel à partir de la cité côtière de Mwanda au Congo central où ils séjournent encore pour ces travaux ont livré leurs impressions à chaud. Les impressions sont les impressions de satisfaction et d'autant plus qu'elle a été concise et précise. Et d'autant plus qu'elle a parlé de tout le secteur entier de l'emploi et de la formation professionnelle. Le gouvernement congolais est appelé à mettre fin à l'actuel contrat minier. L'appel est lancé par certains experts économiques au cours d'une conférence débat qui a eu lieu à l'université de Kinshasa. Au nombre des intervenants figure le directeur général adjoint de la RTNC, Freddy Mulumba. Regardez. Lors de son récent séjour à Lubumbashi dans le Haut-Katanga et à Kolwezi dans le Lualaba, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait annoncé la révisitation des contrats miniers pour combler les fossés entre un sol très riche et une population très pauvre. Un paradoxe que d'aucuns ne pourraient expliquer. C'est dans cette optique qu'une conférence débat a été organisée à la faculté d'économie de l'université de Kinshasa, sous l'égide du directeur général adjoint de la RTNC et directeur général du magazine Renaissance africaine, Freddy Mulumba Kabouaï. Révisitation des contrats miniers, mythe ou réalité, thème de la matinée scientifique qui a mis face à face professeurs d'université et experts des questions économiques. Dans la foulée, le professeur Banzama Lalé et Jérôme Sekana ont appelé à l'annulation de ces contrats dits léonins. Et de renchérir, des individus ont à la place de l'État congolais bradé les richesses du pays pour des intérêts égoïstes. Les doyens de la faculté d'économie de l'université de Kinshasa présents à cette conférence est revenu sur les points essentiels de cet exercice scientifique à l'attention des étudiants. Le fond de la science est toujours la même, et l'application, l'adaptation, la plus belle loi de la nature, je crois, c'est la loi de l'adaptation. Il faut savoir tirer le meilleur de ces modèles orthodoxes, les modèles classiques, et tirer le meilleur pour l'adapter au schéma de développement que nous voulons inclusif par rapport à notre pays. On ne peut pas être si riche, on ne peut pas être partout dénommé scandale géologique et être par ailleurs également un scandale de pauvreté humaine, comme la Chine a fait le miracle chinois. Je pense aujourd'hui le monde attend également le miracle congolais. Mais ce miracle partira de ces institutions, les institutions universitaires. 50 officiers militaires camerounais séjournent à Kinshasa. Ils ont échangé aujourd'hui avec le général de brigade congolais Augustin Mamba du Collège de hautes études stratégiques et de défense. La coopération militaire entre la RDC et le Cameroun était au centre des échanges entre les deux parties. Malumbela et Raphaël Sadi.
questions de sécurité, de défense comme de la stratégie ont mis en phase 2 écoles supérieures de la même thématique en Afrique centrale. C'est donc ce lien vital pour la région et le reste du continent qui justifie la présence à Kinshasa de cette délégation venue tout droit de l'École internationale des forces de sécurité du Cameroun. Conduite par le directeur général de l'EIFORCE, le général de brigade André Bitoté, cette délégation est composée de 55 officiers, dont 25 stagiaires venus du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Cameroun notamment. L'intérêt était donc de visiter et comprendre comment fonctionne à Kinshasa à la fois le collège des hautes études stratégiques et de défense ainsi que l'école de guerre nouvellement créée. Premier hôte local, le général-major Augustin Mamba a précédé son homologue camerounais de l'EIFORCE dans la présentation de leurs institutions. L'EIFORCE est constituée des officiers militaires de la gendarmerie et de la police nationale et d'autres forces de sécurité. Et chez nous, nous avons des auditeurs qui sont des militaires, des policiers, des officiers supérieurs, aussi bien que des députés, des sénateurs, des ministres en fonction. Et nous avons des hautes personnalités de la fonction publique, de la présidence. Cela a suscité la curiosité de nos amis. Enfin, l'école de guerre de Kinshasa, actuellement fréquentée par 25 élèves, tous officiers congolais, a aussi livré son visage par des explications du général de brigade Mouland Godefra, commandant de l'EGK, et du colonel Eric de la Chapelle. Même exercice du côté de l'EIFORCE, avant de visiter les installations de la dite école. Ils sont venus dans notre pays, la République démocratique du Congo, pour s'imprégner de notre système de sécurité et de voir aussi les écoles qui délivrent les enseignements militaires supérieurs et partager, échanger, interagir et permettre aussi à nos stagiaires d'interagir aussi. Pour marquer leur passage dans ces différents bâtiments publics, les officiers supérieurs militaires des deux États ont échangé les cadeaux symboles de l'amitié partagée. De l'obscurité à la lumière, plusieurs villages de la province du Kasaï oriental et de la Lomami viennent d'être électrifiés. Une initiative du chef de l'État dans le cadre de son projet Munda. Yvette Makontima, commentaire. Entendez lumière est une réalité dans les provinces du Kasaï oriental et celle de la Lomami qui brille des mille feux. Ces vastes projets portés par la Société nationale d'électricité SNEL SA se matérialisent progressivement comme l'a voulu son initiateur, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs villages ont été éclairés, notamment Katanda, Chilenge, Ngandajika, Kabeyakamwanga, Kabinda et Mweneditu. Des lampadaires placés ont été inaugurés par la délégation de la SNEL SA venu de Kinshasa, et ce, à la grande satisfaction de la population kassaïenne qui n'a pas tari d'éloges pour remercier les chefs de l'État, y compris les autorités politico-administratives qui ont aussi salué cette initiative qui met ces entités administratives de l'ombre à la lumière. Nous remercions les chefs de l'État qui a toujours lié la parole à l'acte, parce que nous avons beaucoup de promesses qui datent de longtemps, de 18 ans, de 20 ans, mais sans réalisation. Mais aujourd'hui, nous vivons l'exceptionnel, c'est-à-dire l'acte lié à la parole. Aujourd'hui, les rêves du chef de l'État, c'est une réalité au chef-lieu de la province. Voilà pourquoi nous rendons les hommages le plus déférents au président de la République et chef de l'État pour ses dons offerts à la province de Lomami. C'est une concrétisation du programme des 100 jours dans son volet énergie, a signifié le chef de la délégation de la SNEL SA. La République démocratique du Congo s'inspire de l'expérience tunisienne pour mettre en place un fonds national pour la promotion des sports. Le ministre des Sports, Serge Nkondé, a visité les installations du centre sportif El Manza de Tunis. Cédric Enina. La République démocratique du Congo s'apprête à lancer un fonds national de la promotion des sports. Et justement, le ministre des Sports et Loisirs Serge Nkondé a, au cours de son récent séjour en Tunisie, visité les centres culturels et sportifs des jeunes El Mensa de Tunis. Conduit par Chokri Chalbi, directeur de ces centres, Serge Nkondé a eu droit à la visite des installations, partant de la salle d'éducation physique jusqu'à la salle des spectacles de 460 places assises et enfin la grande piscine. En prélude du lancement du Fonds national de la promotion du sport chez nous en République démocratique du Congo. Alors nous avons pris comme référence la République sœur de Tunisie qui a un pas d'avance en rapport avec la gestion du Fonds national de la promotion des sports. Et on a commencé par le pari ou la promotion sportive et on a vu tout ce qu'il y a comme technologie, ils sont vraiment très bien avancés
la Tunisie ou le ministère national des sports en Tunisie fait de son mieux pour encadrer tout le monde dans le secteur culturel et sportif. Donc les parents se retrouvent, les enfants se retrouvent et je pense que nous aurons suffisamment de la matière quant au lancement du Fonds national du sport en République démocratique du Congo. C'est par l'Observatoire national de sport, organe scientifique de l'encadrement de sport en Tunisie, que le ministre de sport congolais a fini sa visite de travail. Là encore, c'est une autre merveille pour la planification et la gestion de sport qui ne manquera sans nul doute d'inspirer les patrons de sport de la RDC. Et un communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal. La maison militaire du président de la République démocratique du Congo a la profonde douleur d'annoncer au personnel de la maison militaire, amis et connaissance, le décès du directeur Kalima Kilouba Léon, matricule 42 79 26, assistant du chef de la maison militaire, survenu ce mardi 15 juin 2021 à l'hôpital de Montcollet de suite d'une courte maladie. Le décès tient en la résidence de l'illustre disparu, 6 avenue d'Idosenga, numéro 6, référence entrée du camp corps de transmission, quartier Joli Parc, commune de Ngalima, arrêt Babylone. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement pour le chef de la maison militaire, Mouamoundan Toumba Franck, général-major. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kinshasa, en République démocratique du Congo et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver et très prochainement à la même heure et sur la même chaîne. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.